messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'Afrique-Orient. Une nouvelle grande découverte en matière d'égyptologie a été annoncée cette semaine par le ministère égyptien des Antiquités. Un véritable musée a été déterré au pied du temple de la déesse Bastet, dédié au culte des chats dans l'Égypte ancienne, comprenant une collection de statuettes en bronze et représentant les anciennes déités égyptiennes. Des annonces qui, pour les autorités du pays, pourraient stimuler un secteur du tourisme plutôt amorphe depuis quelques années. L'Égypte vient de dévoiler des dizaines de statuettes en bois et en bronze ainsi que 5 momies de lionceaux dans la nécropole de Saqqara, au sud du Caire. Des momies de chats, de cobras, de crocodiles et de scarabées ont été également exhumées récemment par une équipe d'archéologues égyptiens sur ce site, connu notamment pour ses pyramides. Ce qui rend cette découverte spéciale, c'est la diversité des antiquités trouvées, comme des momies d'animaux, d'oiseaux sacrés et de chats sacrés près de la zone de Bastet. Le ministère des Antiquités a annoncé la découverte lors d'une conférence de presse organisée dans la nécropole, au pied du temple de la déesse Bastet, dédié au culte des chats dans l'Égypte ancienne. Le ministre des Antiquités Khaled El Ainani, qui a parlé d'un véritable musée, a indiqué que ces trouvailles dataient de la 26e dynastie qui remonte au 8e siècle avant Jésus-Christ. Nous parlons de 4400 ans. Cette découverte a commencé le 15 décembre 2018 et à la demande du ministre, on nous a demandé de reprendre les fouilles dans la partie ouest de ce secteur. La découverte comprend aussi une collection de statuettes d'anciennes déités égyptiennes, notamment 73 statuettes de bronze d'Osiris, 6 statues en bois de Ptah et 11 statues de Sekhmet. Nous avons réussi à découvrir la plus grande cachette de chats sacrés, d'oiseaux sacrés, mais aussi la plus grande statue de scarabée jamais trouvée au monde. Depuis plusieurs années, les autorités égyptiennes annoncent régulièrement des découvertes archéologiques dans le but, entre autres, de relancer le tourisme, mis à mal par l'instabilité politique et les attentats qui ont suivi la révolution de 2011, qui avait chassé à l'époque Hosni Moubarak du pouvoir. Nombre de critiques évoquent cependant l'état de délabrement de certains sites archéologiques et des musées égyptiens. Et en Libye, l'immobilier flambe en raison de l'insécurité et ce sont des centaines de milliers de familles qui en pâtissent. La location est hors de prix, la vente est littéralement inaccessible. Un grand nombre de Libyens ont dû fuir les combats vers le sud de la capitale, ce qui a accentué bien sûr le phénomène. Selon les estimations des Nations Unies, plus de 120 000 personnes ont été déplacées après le début de l'attaque militaire lancée par les forces de l'Est visant à prendre le contrôle de Tripoli. Une large zone tampon a été créée derrière les lignes de front où la plupart des habitants ont été évacués. Ainsi, beaucoup ont envahi le centre de la capitale, une ville de 3 millions d'habitants, et y sont restés alors que l'offensive était au point mort. Le prix de la location ou de l'achat d'un appartement de 2 chambres est maintenant plus de 3 fois supérieur à celui de 2014. Le loyer s'élève à 5 000 dinars libyens, soit plus de 3 500 $ par mois, et le prix d'achat est passé à 500 000 dinars libyens. Le point crucial de cette question est le déplacement de familles du sud de Tripoli. D'une manière très étrange, pour être honnête. Certains citoyens qui ont des appartements, des villas et des maisons ont augmenté le prix du loyer au point que parfois une personne déplacée qui demande à louer, que pouvez-vous lui dire? Vous ne savez pas quoi lui dire. Les locataires sont invités à verser un loyer de 6 mois d'avance, généralement en espèces. Bien que la crise de liquidité se soit légèrement atténuée depuis l'année dernière, le versement des salaires est lui souvent retardé de plusieurs mois et il peut encore s'avérer très difficile de retirer des espèces des banques. Vous recevez quelqu'un qui vous dit qu'il est déplacé et qu'il veut louer. Que lui dites-vous? Est-ce que vous lui dites que c'est pour 4 000 ou 5 000 dinars? Vous êtes gêné, vous ne pouvez pas le faire. Alors je lui dis que je n'en ai pas. Je lui dis que rien n'est disponible. En ce qui concerne les prix,
Des maisons dont le loyer devrait atteindre les 500 ou les 600 dinars, ils atteignent maintenant les 1500. Devant son bureau, dans le quartier du centre-ville de Zaouiat Dahmani, des dizaines de personnes font le pied de grue pour trouver un appartement pas cher à louer. Ils ont été tous refoulés, déçus. Sami Zayed Sopra, enseignant, a dû fuir sa ville natale dans le sud pour échapper à des bombardements sporadiques. Aujourd'hui, il ne peut plus se permettre le loyer qui continue de grimper dans le centre. Le loyer que nous pouvons nous permettre en matière de location ne dépasse pas les 1000 dinars. Mieux encore, nous voyons des gens tirer profit des guerres et des crises. L'offre de logement par le biais de nouvelles constructions a été aussi limitée par des combats répétés qui ont frappé Tripoli depuis le soulèvement soutenu par l'OTAN qui a renversé Mohamed Kadhafi en 2011. Depuis 2014, le pays est divisé entre des gouvernements rivaux et des alliances militaires basées à Tripoli et dans l'Est, entravant davantage le développement économique. Valoriser et promouvoir la diversité culturelle du Sénégal. Durant 3 jours, la capitale sénégalaise a vécu cette semaine au rythme des sonorités et couleurs du premier Grand Dakar. Un carnaval qui se veut d'abord un rendez-vous africain et pourquoi pas aussi connu que celui de Rio. L'occasion pour les Sénégalais de montrer aussi leur sens immense de l'accueil et de l'hospitalité. La première édition du Grand Carnaval de Dakar commence sur le boulevard du Centenaire, place de la Nation, pour mettre en valeur et célébrer la culture sénégalaise. Placé sous le thème Territoire du Sénégal, l'événement est consacré à la promotion de la valorisation de la diversité culturelle du Sénégal comme valeur fédératrice et comme atout compétitif en matière touristique. L'objectif du Grand Carnaval de Dakar, c'est de valoriser et de promouvoir la diversité culturelle du Sénégal. Donc les enjeux, c'est faire découvrir au monde, faire fêter les cultures et traditions du Sénégal et faire découvrir un petit peu au monde les divers visages du Sénégal. L'événement coïncide aussi avec l'ouverture de la grande saison touristique dans ce pays, terre des Terangas et des Sénégalais, ce peuple tellement accueillant et ouvert. On a amené des djembés qui représentent les Bambara. On a amené les Sauruba que vous voyez qui représentent le Kankuran et le peuple manding. On a amené les Bougarabou qui représentent les Djola. On a amené les Tabala qui représentent le peuple des Mours. On a amené les Tama qui représentent les Wala Wala. On a amené les Sabar, les Khin Baifal. On a amené tout ce qui est rythme et les Asiko pour vraiment montrer la diversité culturelle et la recette du folklore africain. Je vais montrer les Tabala, je vais montrer les Bougarabou, je vais montrer le Kumpo, le Kankuran, les Essamaï, les Folions, les Associés et tout le folklore africain, elle sera là ce soir pour vous, pour le monde. Ça me permet de voir la diversité de la culture sénégalaise. Toutes les ethnies sont représentées parmi ces personnes-là. On peut voir voilà, tous les griots, nos danseurs, nos chanteurs, quoi. Ça fait plaisir à voir. C'est pas toujours qu'on a l'occasion de voir ça, quoi. C'est un voyage tout en émotion.
au cœur du Sénégal, qui a vu la tenue notamment d'une conférence sur la culture et un battle de percussion. Le palais des gouverneurs à Lomé, converti en centre d'art et de culture. Les Togolais peuvent visiter ce lieu symbolique de leur pays, qui a été à la fois résidence des gouverneurs français et allemands, mais aussi siège de la présidence jusque dans les années 70. Il abrite désormais des salles d'exposition, des galeries et autres restaurants. Abandonné pendant plus de 20 ans, l'ancien palais des gouverneurs, l'un des monuments emblématiques de Lomé et joyau du patrimoine togolais, rouvre ses portes pour devenir le premier centre d'art et de culture du Togo. Le bâtiment blanc est majestueusement implanté dans un parc de 11 hectares. C'est un lieu chargé d'histoire, très important dans l'histoire togolaise. Et pour la première fois de son histoire, ce lieu, qui était un lieu fermé et réservé à quelques-uns, ce lieu va être ouvert au grand public togolais. Le bâtiment a servi de résidence aux gouverneurs allemands, puis français, avant de devenir le premier palais de la présidence togolaise, puis le palais des hôtes de marque dans les années 70, puis la primature, avant d'être totalement abandonné au début des années 90. Le lieu permettra, à travers différentes expositions, de découvrir une grande variété de formes d'art et d'artistes du Togo et d'ailleurs. L'État togolais a décidé de réhabiliter son patrimoine historique en finançant les travaux à hauteur de 2,4 milliards de francs CFA. Même les imposantes poutres en bois de la charpente qui s'étaient dégradées au fil des années ont été reproduites à l'identique par une entreprise de menuiserie togolaise. Le Togo représente une plateforme culturelle à partir d'aujourd'hui qui va illuminer un peu la sous-région. Vous savez, il n'y a pas vraiment de musée d'art contemporain ou de musée de culture en Afrique occidentale. Il n'y en a pas beaucoup. Mais maintenant, ça se crée de temps en temps. Il y en a à Bamako. Je dis que qui touche l'art, touche l'humanité. Parce que l'art, c'est l'expression de l'homme, l'expression la plus haute de l'homme et de l'âme, tu vois. Le palais de Lomé a ouvert ses portes au public ce 28 novembre avec 5 expositions, dont le Togo des rois, une exposition présentant des objets et artefacts traditionnels prêtés par des descendants de différents royaumes, ou encore Three Borders, une présentation d'artistes contemporains du Togo, du Ghana, du Bénin ou encore du Nigeria. Et nous vous proposons ce soir notre focus de la semaine, des pneus aux sandales. Au Kenya, le recyclage est en train de devenir une mini-industrie. Nous avons rencontré un artisan qui, soucieux de la préservation de l'environnement, s'est lancé dans une activité durable de transformation de pneus usagés en sandales très portées au Kenya. Elles sont symboliquement exposées sur des œuvres d'art pour sensibiliser sur la question du réchauffement climatique. À Malindi, sur la côte du Kenya, les plages et hôtels exotiques n'attirent plus les touristes étrangers comme dans le passé. Seules quelques familles et des jeunes désœuvrés passent leur temps au jeu et à la baignade. Cette fatalité ne semble pas toucher un ambitieux artisan qui s'est lancé dans la fabrique de produits issus des déchets recyclés et dont la principale matière première est les pneus usagés. Comfortable and durable sandals from those recycled materials. We export them and we sell them locally. We attend all East African international exhibitions. Like last month, but one I was in Tanzania International Trade Fair. In October I was in Kampala. August I was in Rwanda. And now I'm also going, by next week I'll be in Kampala for Christmas Bazaar. Faire du neuf avec du vieux. Voilà ce que fait Michael. C'est courant chez les Kenyans qui sont bien avancés dans le recyclage des déchets et n'hésitent pas à le montrer aux étrangers lors des manifestations économiques. À son niveau, cet artisan a compris l'ampleur du pneu usagé et le danger qu'il peut engendrer car il devient un véritable nid à moustiques porteur de maladies.
Instead of throwing them away, you can bring them to me. And we reduce malaria because mosquitoes cannot breed because there is no stagnant water. That's why we decided to have an idea of recycling used car tires. Plus grave encore, le pneu est une véritable poisse pour l'environnement. C'est près d'1,5 milliard de pneus qui sont entassés chaque année dans les dépotoirs ou jetés dans la nature s'ils ne sont pas brûlés en dégageant des fumées toxiques. We have a very big market in Nairobi, whereby they import the used clothes and the leather materials, leather clothes are packed in one bale. But the tires, I get them in Malindi, although it's not enough. If I have a big order, like for export, and sometimes I need a particular tire, because there are different tires. There are ones with the wire and others with the strings. So if they are not enough in Malindi, I buy them from Nairobi. I have a workshop in Malindi Tourist Market where I have boys who are finishing the sandals. I normally set them here, do the fitting, and then take back to the workshop. They do the stitching, and then it comes back to the workshop, to the showroom. And most of the boys, most of them were street boys, and they were sleeping in the market and then started to just to make their life better. So the boys have enough to do and bring up their lives. We make comfortable and durable sandals from those recycled materials. We export them and we sell them locally. A pair is 1,000, but when I have to export them, depending on the quantity, I sell them at 800. Ce qu'il appelle atelier est un simple établi en plein air, à l'ombre des arbres tropicaux. You draw the sizes according to the different sizes, that is, you have some various types. After you have drawn, you cut or you shape the sizes. As for the top, you normally use this sandal. You draw it, for example, this way. You cut. You take different colors of the leather jackets I've talked about before, like this, different colors. You just using the gap. You stick them like this, join them. You put this, that all the fingers like this. Il existe beaucoup de recycleurs au Kenya, des visionnaires respectueux de l'environnement et soucieux de la préservation des emplois. La matière première est à portée de main et pas chère, ce qui rend le produit fini très abordable et l'activité durable. L'avenir nous dira si l'affaire de Nzuki fera tache d'huile à Malindi ou peut-être les enfants prendront la relève. Ainsi, la ville redeviendra la petite Riviera du Kenya, comme on l'appelait autrefois. L'espoir est permis. Et c'est la fin de votre magazine Afrique-Orient. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès la semaine prochaine. Très bonne suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir.